Oh non! Le PS a encore trahi. Est-ce que c'est vraiment la trahison à ce stade? Non, moi j'en ai marre. J'en ai marre. Un jour sans fin. Ça fait combien de temps qu'on est en mode oh là là, le PS trahit encore, regardez, c'est un jour sans fin. Oh, on sait pas, c'est 10e trahison. Ça suffit à la fin. Ça suffit. L'histoire se répète. La première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. Là, c'est même pas ça, ça s'est répété 17 fois. Donc là, c'est même plus de la farce, c'est juste grotesque. C'est un cirque. Le cirque Zavata ouvre ses portes. L'Assemblée nationale. Bon, bref. Vous m'avez compris. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que le PS sauve encore la tête de Sébastien Lecornu. Titre Mediapart. Aujourd'hui, article d'Ilyes Ramdani. Voilà. Donc, il y avait une motion de censure. Il y avait même 2 motions de censure. Si j'ai pas de bêtises, il y en avait une déposée par LFI et une déposée par le Rassemblement national. Et c'est toujours le même truc. Là, on en a un stade où, si le PS décide de censurer, le gouvernement tombe. Si le PS décide de ne pas censurer, le gouvernement continue. Voilà. Là, c'est pas plus simple que ça. Au début, on était en mode genre, oui, mais comment va réagir Horizon par rapport. Comment va réagir LR en cas de 49.3? Comment va réagir les décos de. Là, en vrai, c'est le PS qui a les clés du truc, quoi. L'URN censure systématiquement maintenant parce qu'il veut législative anticipée pour grossir, tenter de grossir. La gauche hors. La gauche hors PS vote les motions de censure aussi, dans leur écrasante majorité. Même non, ils ont voté toutes les motions de censure. Ils sont abstenus sur le budget du PLFSS, les écolos, mais en termes de motions de censure, ils ont tout voté. Donc là, vraiment, c'est dans les mains du PS. C'est le PS qui choisit ou pas de laisser vivre le Cornu. C'est la situation depuis à peu près quelques mois, quoi. Depuis que le gouvernement Le Cornu 1 est tombé en 24 heures et s'est reformé derrière. Vous vous en souvenez? C'est une sacrée singerie, cette histoire. Voilà. Et donc là, encore une fois, sur ces motions de censure-là, ils n'ont pas voté. Donc, ils proposent un sursis au gouvernement Le Cornu. Après, une autre question, c'est est-ce qu'ils vont voter la censure en cas de 49.3 budgétaire? C'est aussi de ça dont va parler l'article. En tout cas, c'est de ça dont on va essayer de réfléchir aujourd'hui, quoi. Voilà. Hop. La gauche hors PS, on pourrait juste dire la gauche tout court. Oui, certes, mais quand je dis ça, c'est par rapport aux dénominations officielles de l'Assemblée nationale, etc., etc. On va dire, voilà, tous ceux qui étaient dans le NFP, on va dire que dans le cadre de l'Assemblée nationale, on peut appeler ça la gauche. Voilà. Mais le PS, effectivement, n'est pas vraiment à gauche. Voilà. Mais pareil, dans le bloc central, il y a des gens d'extrême droite, quoi, vous voyez. Bref. C'est par souci de simplicité sémantique que je dis ça. C'est pas, oui, effectivement. Le PS ne propose pas une politique de gauche à proprement parler. Et effectivement, allez, c'est parti, on va lire l'article. La motion de censure déposée par la France Insoumise a échoué à 22 voix près mercredi. L'adoption imminente du budget, par 49.3 et par ordonnance, et là ça va être plus intéressant, je pense, devrait donner une nouvelle chance aux oppositions. À moins d'un changement de cap des socialistes, le gouvernement peut toutefois dormir tranquille. Et moi, c'est ça qui m'intéresse plutôt, parce que là, il avait annoncé, le PS, qu'il voterait pas la censure et que ça passerait pas. Ok, mais en cas de 49.3, logiquement, vu les déclarations passées du PS, il devrait voter une censure. Voilà. Donc, on va voir pourquoi Ilyes Ramdani dit ça. Il a l'air mieux renseigné que moi. On va tout simplement lire l'article. Sébastien Lecornu est toujours Premier ministre. 4 mois après sa nomination, le chef du gouvernement a survécu à 2 nouvelles motions de censure, mercredi 14 janvier. La première, déposée par LFI, a recueilli 256 voix, soit 22 de moins que le seuil nécessaire de majorité absolue. L'autre, lancée par le RN, le Rassemblement national, n'a été votée que par 142 députés. Voilà, parce que la gauche a dû se dire, mais de toute façon, celle de LFI passe pas, on va pas aller voter celle du RN, on s'en bat les couilles, nique les fachos. Oup, oup. Je pense que c'est ça. Ok, donc c'est la première qui est importante, et effectivement, il manquait 22 voix, donc il manquait le PS. Même si le PS n'avait pas voté intégralement, il y a combien de députés dans le groupe socialiste à l'Assemblée? Je me souviens plus. Il y a une cinquantaine, non? Trop, oui. Ouais, 60-70, ok. Ah ouais, oui, il y en a une soixantaine. 69. Il est nul le site de l'Assemblée nationale, il les compte pas. Socialiste et apparenté. Donc les apparentés, il y a Place Publique et 2-3 autres, quoi. Ok. Ouais, donc même s'il y a eu que l'aile gauche, me parler d'aile gauche, c'est de moins en moins pertinent. Mais il y en a 67, 6-7. Ah bon, j'arrête. Ok, donc il aurait fallu qu'une partie du PS vote la motion de censure pour que ça passe. Les écolos ont voté, s'il manquait que 22 voix, c'est que les écolos ont voté. De toute façon, les écolos et le groupe communiste, enfin le groupe GRD, GDR, je me souviens jamais, avec les communistes et pas mal d'ultramarins, de députés ultramarins, d'outre-mer, ils votent toutes les censures. C'est GDR, merci. Jusque-là, ils ont voté à peu près toutes les censures. Hein. C'est pas là-dessus qu'ils ont fait de la merde, on va dire. Voilà. Il y a le lien que je t'ai envoyé. Ah, merci, Doc Eliam. De toute façon, ils vont en parler dans l'article. Hein. Mais a priori, oui. Oui. Tout ouais. Ils ont voté, quoi. J'arrive pas à lire le truc. Ah, c'est juste la composition de l'Assemblée. Ok. Bon, bref, allez. On va reprendre l'article. Let's go. On était où? Après une douzaine de débats du même ordre depuis les législatives de 2024, une douzaine de débats, mais j'en ai marre. Tout le monde en a marre. Hein, tout le monde en a marre de toute manière. Tu t'es trompé de lien.
Ouais, les écologistes ont voté à l'unanimité la censure. Et le groupe GDR communiste aussi. Tout à fait. Ok, bon, c'était sûr, mais on a pu vérifier. Ok, donc après une douzaine de débats du même ordre depuis les législatives de 2024, il n'est pas difficile de jauger les chances d'adoption d'une motion de censure. Rien n'invitait mercredi à les imaginer très hautes. Le faible nombre de parlementaires et de ministres présents et présentes dans l'hémicycle, l'absence de la quasi-totalité des présidents et présidentes de groupe, la faible effervescence en salle des 4 colonnes, le ton monocorde de la plupart des interventions, autant dit qu'on s'est bien fait chier sur le stream de Jean Massier. Je dis ça, j'en sais rien, mais je l'avais raide en plus pour que les gens qui voulaient suivre les débats puissent y aller, quoi. Mais bon. Tout, pourtant, aurait dû faire craindre à Sébastien Lecornu le couperet de la censure parlementaire. Personne n'attend plus rien de vous, si ce n'est votre départ, a asséné Mathilde Panot, président de groupe La France Insoumise, rappelant le caractère minoritaire du gouvernement actuel. C'est vrai. L'adoption du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, donc là on a pas mal parlé par rapport aux agriculteurs, etc., a été le déclencheur des 2 motions de censure du jour et le fil rouge des débats. Mais les prises de parole successives sont allées bien plus loin. Mathilde Panot a repris aux réseaux sociaux l'expression « la France de Macron » pour en faire le mantra d'une intervention où elle a pointé la ruine morale du pays, l'air irrespirable d'une société où le racisme tue, la précarité, les difficultés du monde agricole, la capitulation face à Bruxelles et à l'impérialisme états-unien. Vous pensez nous faire peur en agitant le spectre d'une dissolution en cas de vote de cette motion de censure. Chiche, monsieur le Premier ministre, faites-le, a lancé la députée insoumise à la tribune. Mais l'ancien ministre des Armées a trouvé l'équivalent du totem d'immunité de l'émission Koh-Lanta, le soutien du Parti socialiste. La formation de gauche est plus que jamais chevillée à l'autoproclamé bloc central, au point qu'aucun de ses membres n'a voté la motion de censure de mercredi. Pas même les quelques irréductibles qui, les fois précédentes, s'étaient affranchis de la position de leur groupe pour manifester leur opposition au gouvernement. Il y avait un début de fronde au sein du groupe PS avec 2-3 députés qui avaient voté la censure ou qui s'étaient abstenus sur certains trucs, alors que c'était pas la position officielle du groupe. Là, en fait, le PS semble vraiment totalement rallié à la Macronie. Donc c'est probablement pour des raisons, des logiques d'appareil, et pas des logiques vraiment si politiques que ça, quoi. Je pense qu'ils se disent, en cas de censure, ça va dissoudre, en cas de dissolution, on va perdre des députés, du coup, on n'a pas intérêt à dissoudre. On n'a pas intérêt à censurer. Et je pense que c'est uniquement pour ça. Voilà, les municipales approchent en plus, sachant qu'il y a eu un move de la part de Sébastien Lecornu, et là ça devient intéressant. Là on commence à être dans la politique politicienne et le complot. Sébastien Lecornu, l'info a fuité, je pense qu'elle a été... Enfin, l'info a été transmise exprès à des médias, donc ça a paru dans des vrais journaux sérieux, hein, c'était pas des bruits de couloir a priori. Il y a un article dans Le Monde, etc., où Sébastien Lecornu a demandé au préfet au pluriel, de prévoir en cas de dissolution des élections législatives anticipées qui tomberaient à la même date que les municipales. Ok. Donc les municipales, je sais plus quand est-ce que c'est dans 2-3 mois, c'est fin mars, quelque chose comme ça. Ça va arriver vite. C'est fin mars, quelque chose comme ça, les municipales. Et donc là, l'idée, c'était, en cas de censure, Macron va dissoudre, et en cas de dissolution, on va caler les législatives en même temps que les municipales. Et pourquoi ça n'arrange pas le PS, cette histoire-là? Parce que le PS, les municipales, c'est une élection où ils sont bons, ils sont forts, parce qu'ils ont historiquement une assise locale dans pas mal de villes. Les logiques locales font que le PS va probablement conserver des mairies. En tout cas, c'est parmi les élections où ils se portent le mieux, pour des raisons historiques et d'ancrage local, on va dire. Le 15 et 22 mars. Merci bébé phoque. Un bébé phoque. Et donc le PS, c'est un peu leur élection. Ils ont envie un peu de se refaire une santé au moment des municipales, parce que pour des raisons historiques, LFI a un peu rien à perdre, et ils ont envie de progresser. Il y a cet enjeu-là pour LFI de progresser au municipal. Il y a aussi cette idée dans le PS que c'est une élection qui les avantage eux plus que LFI. Donc c'est cette espèce de duel pour l'hégémonie à gauche qui est de moins en moins réel, mais dans cette espèce de rivalité, on va dire PS-LFI, le PS est un peu avantageux dans le cadre des municipales. A priori. En tout cas, c'est probablement ce que pense le PS, quoi. Donc si au final, il y a des législatives anticipées en cas de censure puis dissolution, législatives anticipées, et qu'il y a en même temps les municipales et les législatives, les municipales vont probablement être effacées par les législatives, qui sont des élections qui sont quand même plus politisantes, plus suivies par les Français, etc. Il suffit de voir ce qui s'est passé la dernière fois avec les législatives de 2024. Et du coup, les élections législatives, vu tout ce qui s'est passé, etc., il y aura peut-être pas le NFP, il y a moyen que le PS se fasse un peu baiser, quoi. Ils sont pas avantagés pour des législatives si des législatives arrivent. Surtout par rapport à LFI, qui eux pourraient augmenter peut-être leur nombre de sièges. Par contre, aux municipales, ils sont plutôt avantagés par rapport à LFI. Et vu que si les législatives et les municipales se font en même temps, les législatives risquent d'effacer un peu les municipales, et bah c'est pas avantageux pour le PS. Le PS va se faire un peu voler son élection favorite, à savoir les municipales, ou une de leurs élections favorites. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc vraiment, je pense que Lecornu a aussi fait ce move exprès pour dire attention le PS, si vous décidez de nous censurer, sachez qu'on va niquer vos municipales, donc nous censurez pas. Je pense que c'est aussi une manière de la part de la Macronie de continuer à se mettre le PS dans la poche en disant si vous censurez, le gouvernement tombe, si le gouvernement tombe, Macron dissout, si Macron dissout, on vous nique vos municipales en faisant les législatives en même temps. Je pense que c'est ça le move qu'a fait Lecornu.
Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que le PS risque de pas censurer, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Ceci étant dit, en cas de 49.3 budgétaire, étant donné que le PS avait dit nous ne censurons pas à condition qu'il y ait un décalage, qu'il y ait une avancée sur les retraites et qu'il y ait une non-utilisation du 49.3 pour remettre le Parlement au centre des débats et la démocratie dans nos institutions, bah voilà, logiquement, selon les déclarations d'Olivier Faure et du PS, la raison pour laquelle ils n'ont pas censuré la dernière fois, c'est parce qu'ils disaient on a obtenu la non-utilisation du 49.3 et la suspension de la réforme des retraites, mes couilles, là, qui au final un décalage de merde qui concerne que quelques personnes. Mais voilà. Et donc, ils vont vraiment trahir littéralement ce qu'ils ont dit à propos du 49.3 s'ils votent pas la censure en cas de 49.3. Je rappelle qu'en cas de 49.3, il y a une ouverture à une motion de censure automatique. Le 49.3, c'est ah ouais, vous voulez pas voter le truc, bah on le passe en force. Et si vraiment vous aimez pas notre loi, bah portez vos couilles et censurez-nous. Sans ça, ça passe. C'est ça le principe du 49.3. Je vais reprendre l'expression que Jean Massier utilise pour l'expliquer à ses viewers, vu qu'il est quand même bon en vulgarisation des affaires parlementaires. Lui, il dit le 49.3, c'est comme si le gouvernement mettait un flingue sur la tempe du Parlement en disant ok, on vous met un flingue sur la tempe et le Parlement il sort aussi son flingue, il fait ok, let's go. Et c'est en mode genre, nous on censure, soit on tire pas. Mais je veux dire, nous on fait passer notre loi, vous avez un flingue aussi, donc maintenant c'est vous qui choisissez. Soit vous laissez passer la loi, on baisse les flingues, soit pan et censure. Vous voyez? C'est un peu ça le principe du 49.3. Et donc ça ouvre automatiquement à une motion de censure. Et donc si le PS ne vote pas la motion de censure en cas de 49.3, ils vont littéralement trahir tout ce qu'ils ont dit. Ils vont trahir la raison qui les a poussés à pas censurer par le passé. Et par le passé, c'était il y a 4 mois, 3 mois. Vous voyez? Donc le PS est pris dans ce dilemme où ils n'ont aucun avantage à une dissolution, surtout si elle se passe en même temps que les législatives. Mais d'un autre côté, la trahison va être d'autant plus évidente s'ils décident de laisser passer un 49.3. Ça serait vraiment revenir totalement sur ce qu'ils ont dit. Donc ils sont un peu pris dans ce dilemme-là. Il y a un côté en mode pile, ils perdent, face, ils perdent aussi. Il y a vraiment ce côté-là pour le PS. Ils sont dans la merde en réalité. Ils sont mis dans une position où soit ils vont se faire niquer ils vont se faire niquer leur municipal qu'ils attendent de pied ferme, soit ils vont passer pour des immenses bouffons par rapport à ce qu'ils ont dit il y a quelques mois, quoi. Voilà. Plus que la menace du 49.3 en lui-même, le flingue, c'est la menace de dissolution. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'en cas de censure, il peut y avoir une dissolution, quoi. Ouais. Effectivement. Le PS a déjà appelé de ses voeux un 49.3. Alors, Hollande a plus ou moins appelé de ses voeux un 49.3, mais encore une fois, là, il manquait 22 voix pour la motion de censure. Il n'y a même pas besoin de tout le groupe du PS. Donc peut-être qu'il y a des gens au PS qui vont être en mode genre, là, si on censure pas alors qu'il y a le 49.3, parce que nous autres qui sommes de gauche, le PS, on le juge amèrement comme étant des traîtres, et on a raison. Mais selon les arguments foireux avancés par le PS, il y a un côté où ils ont un semblant de cohérence. Ils ont une ligne politique qui pue la merde, mais ils ont un semblant de cohérence. Voilà. Nous, on trouve que c'est des traîtres, mais de leur point de vue, dans le discours, il y a un semblant de cohérence sur la séquence récente. Vous voyez? Par rapport à Le Cornu. Tout ça vole en éclats s'il laisse passer le 49.3. Donc peut-être qu'il y aura, je sais pas, la moitié du groupe PS qui vont se dire attends, on est obligé de voter la censure, là, sans ça on passe pour des couillons. Auquel cas ça peut passer. Donc c'est pour ça, moi je ne ferme pas intégralement la porte à une censure du gouvernement. Pour moi c'est pas impossible, mais ça a l'air quand même mal barré pour vu ce que le PS est en train de dire. Mais je vous propose de suivre de lire la suite de l'article. Probablement que Ilyes Ramdani pour Mediapart connaît mieux le dossier que moi. C'est son métier. Voilà. Alors, d'ailleurs, petite précision, c'est marrant parce que Mediapart, ils ont vraiment un ton, j'en ai déjà parlé, ils ont un ton extrêmement factuel. Parfois, on lit des articles du Monde, par exemple, où c'est un peu verbeux, c'est un peu écrit, etc. Parfois, on lit des articles de Libé où ils font des petites blagues, des petits machins, pour prendre des exemples comme ça. Le Mediapart, c'est très, très neutre et factuel dans la forme. Et pourtant, là, c'est pas un parti pris ou quoi que ce soit. Hein. Non, là, c'est pas un édito, vous voyez. Pourtant, Ilyes Ramdani, il en a tellement marre de ces histoires de PS de con. Je pense qu'il est en mode genre, allez, il se lâche, il est en mode genre, ils ont l'équivalent du totem d'immunité de l'émission Koh-Lanta. Ça, pour le style, la forme que prennent les articles Mediapart, c'est assez inhabituel de voir des petites blagues comme ça. Je pense que c'est le signe que même à Mediapart, ils sont en mode genre, allez, on en a plein de cul de ça. Voilà. Voilà. Même le titre de l'article est un peu rigolo. Le PS sauve encore, entre parenthèses, la tête de Sébastien Lecornu. On sent que, voilà. Même eux, avec leur ton très factuel et neutre, ils commencent à laisser transparaître comme une forme d'exaspération par rapport à cette séquence sans fin budgétaire insupportable, quoi. Je trouve ça amusant. Bref, allez, on continue l'article. La plupart des gens votant PS sont peu politisés et s'en branlent qu'ils fassent que de trahir. Limite, ils se rendent même pas compte tellement ils ne suivent pas l'actualité comme les zinzinsomnies que nous sommes. Il y a ce côté-là aussi. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Moi, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 pour que, même en cas de 49.3, la censure passe pas. Sachant que le gouvernement peut aussi passer par ordonnance, auquel cas la question de la censure se pose différemment. Mais je sais pas. Il y a plein de trucs. Non, mais quand même, vous reconnaîtrez que depuis 2024, depuis début 2024, depuis la dissolution surprise d'Emmanuel Macron, il y a plein de trucs. On était à peu près sûr de nous et ça volait en éclats quand même. Hein. Voilà. À la base, quand il y avait Michel Barnier, je me souviens, souvenez-vous, il y a plus d'1 an, il y a Michel Barnier, tout le monde sur ce chat, vraiment l'intégralité des gens est en mode genre, mais le RN va jamais censurer.
Ils ont aucun intérêt à censurer, ils censureront pas le RN. Regardez, ça se voit qu'ils vont pas censurer. Et Barnier est tombé, quoi. Après, du coup, il y avait Bayrou, c'était en mode, si Barnier est tombé, Bayrou, il va tomber aussi. C'est l'instabilité. Bayrou, il a tenu plus longtemps que prévu, quoi. Après, il y avait Sébastien Lecornu. Tout l'imbroglio avec Bruno Le Maire qui revient au gouvernement, Retailleau qui se barre du gouvernement parce qu'il y a Bruno Le Maire, absolument pathétique et guignolesque. Le Cornu qui veut pas re-être Premier ministre, Macron qui lui force la main, et tout le monde est en mode genre, mais ça va tenir 2 jours cette histoire, c'est débile. Si ça a pas marché, si le gouvernement a duré 24 heures, pourquoi là il pourrait durer plus longtemps? Et patatras, au final le gouvernement tient, quoi. Donc c'est pour ça. Moi je laisse la porte ouverte à la possibilité d'une censure, parce que franchement là, c'est un tel bordel depuis 1 an et demi que voilà, moi je ne ferme aucune possibilité, mais ça a quand même l'air d'être assez mal barré pour. Et effectivement, t'as raison, plaisir facile. Une bonne partie de l'électorat PS ou une bonne partie de l'électorat que le PS compte conquérir à l'avenir, plus centriste, les déçus du macronisme, eux ils s'en battent les couilles, ils voient pas la trahison de la même manière que nous autres, vraies personnes de gauche, on voit. Tout à fait, c'est important de le dire. Allez, on reprend. Cette fois-ci, c'est en bloc que le PS s'est tenu à distance de la motion de censure de LFI. À la tribune, le député socialiste Dominique Potier a fait fi de la situation politique pour consacrer l'intégralité de son intervention au Mercosur, parce qu'effectivement, c'était par rapport à cet accord de Mercosur que les motions de censure ont été déposées. Sachant que, étant donné que la France a dit officiellement non dans le cadre de l'Union européenne au Mercosur et que c'est quand même passé, il y avait un côté où ceux qui ont décidé de ne pas voter la censure, ils étaient en mode c'est n'importe quoi cette histoire de Mercosur, c'est quoi le rapport avec l'Assemblée nationale? En plus, la France va dire non au Mercosur. Ça n'a aucun sens. Donc je pense que c'est l'argument du PS. Il a parlé de libre-échange, devoir de vigilance, on parle de Dominique Potier du PS, résolution européenne ou encore commerce équitable. C'est Olivier Faure, l'inénarrable Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, qui a le mieux résumé la position des siens dimanche sur BFM TV. Ce serait absurde de voter une motion de censure au moment où Emmanuel Macron dit non au Mercosur. Voilà, c'est précisément ce que je disais. Pour eux, ça n'a pas de sens. Et encore une fois, le PS, ils aiment bien dépolitiser tout. Ils aiment bien, on va dire, enlever le contexte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils sont en mode genre, ah oui, le gouvernement est légitime parce qu'à la base, ils étaient censés voter, de laisser le choix au NFP de faire une coalition. Non, on l'a oublié ça. Ah oui, ils passent en force sur tout un tas de trucs. Non. Ils aiment bien prendre à l'instant T une discussion et dire, ça n'aurait pas de sens de faire ça. Si, ça a du sens si on reprend toute la séquence depuis la dissolution. Ça a du sens parce que le gouvernement, et ce depuis 2024, est illégitime. Donc en fait, toute censure est bonne à prendre. Et si le PS n'avait pas trahi le mandat sur lequel ils ont été élus au sein du NFP, ils censureraient sans réfléchir en fait. Et là, ils font oui, mais non, mais ça serait pas cohérent de censurer à propos du Mercosur. Oui, peut-être, effectivement, c'est pas le truc le plus logique, mais c'est juste un prétexte pour mettre encore une motion de censure parce que ce gouvernement doit tomber pour des raisons politiques. Et normalement, quand t'es de gauche dans ce pays, la question se pose pas. Le gouvernement doit tomber. Point. Et là, en plus, la loi spéciale sur le budget est passée. Ils ont même plus l'excuse de l'urgence budgétaire. Il faut mieux avoir un budget que pas de budget. Là, c'est bon. Là, on aurait le temps de censurer, dissoudre, refaire des élections et voter un budget un peu plus tard, quoi. Là, on a passé cette étape-là, quoi. Et non, le PS, ils sont en mode c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. C'est admirable comme Faure est devenu une blague alors qu'en 2022, on espère qu'il représente une nouvelle garde du gauche du PS. Bah, c'est vrai qu'il y avait ce truc en mode alors peut-être. On était en mode genre. On était en mode le Redemption Arc d'Olivier Faure. Les temps sont tellement durs, le fascisme est tellement monté haut en France que peut-être Olivier Faure en fait entame un Redemption Arc, quoi. C'est possible. Il y a des gens issus du PS qui ont très très bien tourné, comme un certain Jean-Luc Mélenchon par exemple. Vous voyez? Ou même un Benoît Hamon. Benoît Hamon, c'est pas tout à fait ma ligne politique. Mais à un moment donné, il a fini par dire stop, je me barre du PS, c'est plus possible. On aurait pu se dire qu'Olivier Faure, il avait une forme de rivalité avec Hollande en 2022-2023, même début 2024, il aurait pu entamer un Redemption Arc ou je ne sais quoi. Au final, que dalle, quoi. Vraiment, c'est le PS. Les logiques d'appareil du PS ont vraiment pris le dessus sur absolument tout le reste, quoi. Voilà. Non, Ribot, maintenant, c'est encore plus irresponsable à cause du contexte géopolitique actuel. Comme si ça allait s'améliorer d'ici les prochaines présidentielles. Ah oui, tu disais ça, hein, pour reprendre l'argument macroniste. C'est même pas l'argument qu'avance le PS pour le coup. Hein. Voilà. En plus, comme je disais tout à l'heure, Macron est une serpillière à l'international. Donc, je vois même pas ce que ça pourrait changer qu'il soit plus président ou pas, en réalité. Je vous le dis très sérieusement. Allez, on continue l'article. La droite LR s'est montrée plus franche quant à sa volonté partagée avec le PS de stabilité. Dans quelques mois s'ouvrira la période du débat présidentiel, a souligné Yann Boucard en direction de LFI. Renverser ce gouvernement de transition n'aurait aucun sens à ce stade. Ce serait ajouter de l'incertitude à l'incertitude, du désordre au désordre. Les Français ne veulent pas de votre extrémisme. Vous préférez censurer, destituer, vociférer. Nous ne mêlerons pas nos voix aux vôtres. Oh là là, gouvernement provisoire, il a dit. Donc gouvernement de transition, c'est quoi là? On est dans un processus révolutionnaire. C'est là quoi ça? C'est le gouvernement provisoire de Kerensky. On est en 1917 à Pétrograd là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est extrême. On parle de LR, hein, voilà. Encore une fois, on parle des Républicains.
Bizarrement, je pense qu'ils s'en prennent moins à leurs copains RN pour dire vous voulez l'instabilité, vous êtes des merdes, bande de bouffons. Voilà, c'est surtout sur LFI, hein, voilà le problème, parce que LR ils sont en train de converger tellement fort avec le RN. Je pense qu'ils se gardent ces critiques surtout pour la gauche LFI plutôt que pour leurs camarades d'extrême droite. Hein. Bref. Fort de l'obsession du PS et des Républicains de figer le temps politique en attendant la présidentielle, Sébastien Lecornu n'a pas eu grand-chose à craindre de la séance parlementaire du jour. Le Premier ministre s'est même montré particulièrement offensif au pied de l'hémicycle, s'attaquant au RN et à LFI avec le même aplomb que ses prédécesseurs à Matignon, qui jouissaient, eux, d'une majorité absolue. Le chef du gouvernement a dénoncé, je cite, un moment plus partisan et politicien que parlementaire, ironisé sur l'indifférence globale de ces bancs, sur ces bancs et en dehors, à l'égard des deux motions de censure, et critiqué le décalage entre les propos tenus par Mathilde Panot et Hélène Laporte, l'oratrice du RN, avec la réalité. C'est toujours ça, en mode, vous êtes des agitateurs, vous voulez le désordre, vous pensez qu'à vos petites carrières, vous avez un avantage à foutre le bordel parce que vous êtes les extrêmes, nous on veut la stabilité, on réglera tout ça à la présidentielle. Oui, au pire, Macron destitution, et puis hop là, hein, on l'a rapidement la présidentielle. Hein. Ça m'énerve, vraiment, je n'en peux plus de commenter tout ce cirque, j'en ai marre, vraiment j'en ai marre, je vous le dis. Après, ça dépend, si je le fais pas trop, ça passe, quoi, mais il y a un côté où, oui, ok, j'ai plus rien à dire, on dit la même chose en boucle depuis 2 ans, ça me fatigue un peu. Mais bon, ainsi soit-il. Hein. Se comporter depuis une semaine comme si la France soutenait le Mercosur repose tout simplement sur un mensonge. Calomnier, il en restera toujours quelque chose, a-t-il lancé. Celui qui se vante habituellement d'être le champion du compromis et du respect des oppositions ne s'est pas arrêté là. Donc on parle de Lecornu, le chef du gouvernement. Je ne demande même pas que vous ayez l'honnêteté intellectuelle de reconnaître vos mensonges. J'y ai renoncé depuis belle lurette, a affirmé Sébastien Lecornu, avant de juger qu'il y avait de la part des oppositions souvent plus de courage sur les réseaux sociaux que dans l'hémicycle. Mais pourquoi dans l'hémicycle? Je comprends pas. En quoi LFI est plus courageux sur les réseaux sociaux? Alors, semaine A, c'est en mode foutez le bordel dans l'hémicycle, vous faites que gueuler et vouloir tout censurer et faire de la merde. Et après, c'est en mode genre vous êtes pas très courageux dans l'hémicycle, hein, vous êtes vraiment. On n'est pas sur Twitter ici. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Bref. Sur le fond, le gouvernement a défendu l'idée qu'il fallait une équipe de France unie pour convaincre le Parlement européen de saisir la Cour de justice. Une équipe de France. Une équipe de France. Pour convaincre le Parlement européen de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Seule procédure en mesure de suspendre le traité UE-Mercosur. Une équipe de France. C'est quoi ces éléments de langage de nul? Oh, merci beaucoup. Mon petit café. Et maintenant, Germaine va me ramener un petit café. Non, la ref est horrible. J'espère que vous l'avez pas. La ref est horrible. Je rigole. Merci beaucoup. Ah, c'est tout ce que je mérite. Oh merde, j'ai failli faire une catastrophe. Ah ouais, t'as failli renverser le café. C'est tout ce que j'aurais mérité. C'est moi qui aurais nettoyé. Vous avez la ref? Ok, Stéphane Edouard. Stéphane Edouard qu'on emmerde, bien sûr. Tiens, Stéphane Edouard, c'est pour ça. Le masque de merde. Ouais. Je m'en bats les couilles. Il est finito un peu. Il a plus de buzz, Stéphane Edouard, non? Il a encore du buzz, ce gars-là? Il buzz un peu ou pas? Oh, bon, je dis ça. Je suis mal placé pour parler de buzz. Hein. Il y a plus de subs sur la chaîne et je suis en train de redescendre par rapport aux très belles stats qu'on a fait en décembre. Alors que je suis boosté par Twitch France. Non, mais sérieux, qui suis-je pour parler de buzz? C'est bon, tout a une fin, y compris ma carrière. J'arrête, je rigole. Mais n'hésitez pas à sub à la chaîne, par contre. Bref. Après, moi, je travaille avec un quotidien national fondé par Jean Jaurès, hein, quand même. C'est un peu la classe. Voilà. Stéphane Edouard, à un moment donné, il travaillait avec la télévision française, il s'est fait jarter pour être un immense masque de merde. Bref, peu importe. On revient à l'autre sujet, du coup. L'équipe de France de la France, pour suspendre le traité UE-Mercosur. Ce qui est drôle, c'est que les macronistes, c'est les premiers à dire on peut pas désobéir aux règles de l'Union européenne, hein. Rentrer dans un rapport de force avec Bruxelles et l'Union européenne, mais c'est impossible, vous êtes fous, c'est l'Union européenne. Alors qu'on peut le faire en fait. Moi, je ne suis pas un frexiteur pour la simple et bonne raison, c'est que si on estime que la France n'a même pas le poids nécessaire pour rentrer dans un rapport de force avec l'Union européenne et éventuellement désobéir à certaines règles, etc., je veux dire, il n'y a aucune portée internationaliste à notre combat, quoi. Si la seule optique, c'est de faire le Frexit et le repli national pour tenter de changer le monde uniquement en France, c'est vraiment être petit bras, quoi. Le minimum syndical, quand on a un tout petit peu d'internationalisme en soi, peut-être, c'est de se dire déjà à l'échelle de l'européenne, au moins on rentre dans un rapport de force avec l'UE, quoi. C'est le minimum. Ce qui veut pas dire faire le Frexit. Moi, je suis pas un Frexitor pour la raison que je viens de vous dire, quoi. Mais les macronistes, c'est l'opposé de ça, quoi. C'est en mode, mais on peut pas désobéir. Ouais, pourquoi on peut pas désobéir?
Parce que on peut pas. Mais si on peut désobéir. Il y a déjà de la désobéissance au sein de l'Union européenne. C'est des directives de l'Union européenne, logiquement, qui disent Viktor Orban, la Hongrie, vous n'avez pas le droit de faire ça. Être aussi réactionnaire et autoritaire que ça ne respecte pas vraiment les valeurs de l'Union européenne. Ils s'en battent les couilles, ils le font quand même. On pourrait très bien. Les règles de l'Union européenne, c'est comme les règles de l'ONU. Si elles étaient faites pour être respectées, ça se saurait. Vous voyez. D'ailleurs, les indications doivent contenir le déficit à 3% du PIB chaque année. Personne ne le respecte. Enfin, la France ne le respecte pas. Sur tout Macron, ça a été fait une année. Et c'est pas grave. En fait, c'est pas comme si l'Union européenne pouvait se débarrasser de la France. Ils ont besoin de la France, l'Union européenne. Vous voyez ce que je veux te dire? Donc c'est pour ça, rentrons dans un rapport de force. Osons au moins faire ça, par pitié, quoi. Par pitié. Et les macronistes, c'est tout le contraire de ça. C'est vraiment tout le contraire de ça. Aucune désobéissance n'est possible. Vous voyez? Et donc là, ils sont en mode genre, il faudrait une équipe de France pour essayer de convaincre le machin bidule. Au pire, on dit, l'Union européenne, on vous emmerde. Là-dessus, on va faire ce qu'on a envie de faire. Et puis tant pis, on va désobéir. Ils pourraient au moins faire ça. Même pas. Bref. Non, Ribot regarde les États-Unis, ils ont désobéi. Et nous, en réponse, on a condamné fermement. Ils sont trop deg, du coup. Bah oui, ouais. Et on monitore la situation aussi. Voilà, très important. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Aïe. Pitié, tuez-moi. Merci Camille Sensei. Arigato Sensei pour cet abonnement de niveau 1. N'hésitez pas, il y a d'autres volontaires. Let's go. Ok. Alors, Sébastien Lecornu. En France, nous avons l'habitude de nous diviser, de nous tirer des balles dans les pieds, a regretté le Premier ministre. On n'a pas besoin de compétiteurs. On vous a déjà, avec vos tentatives permanentes de sabotage interne, vous agissez comme des tireurs couchés, en tirant dans le dos de l'exécutif au moment même où nous devons affronter des dérèglements internationaux. Non, ça c'est toujours pareil, c'est l'appel à la concorde et l'union nationale parce que les temps sont durs, mais ça va être de pire en pire, le cornu. Allô? Le fascisme monte partout. Le capitalisme occidental est dans une crise dont il n'est pas prêt de se dépêtrer. Et la guerre, la perspective de la guerre n'a jamais été aussi réelle. Si la solution que t'as, c'est on arrête d'être politique et on fait l'union nationale autour de moi, Sébastien Lecornu, c'est que t'as rien compris à la situation. Vous êtes finito, les macronistes. Allô, l'histoire continue à s'écrire. 2027 sera un moment peut-être de bascule pour la 5ème République et pour la France. Aux grands mots, les grands remèdes. Si vous pensez qu'avec vos appels à la concorde nationale autour de Macron, ça va encore marcher en 2027, vous fourrez un immense moins dans l'œil. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Le monde est en crise. Aux grands mots, les grands remèdes. Seule la révolution socialiste est à même de guérir la France, l'Europe et le monde des maux en quels elle est en proie. Donc c'est bon, Là, tes petits trucs de la concorde nationale, ou d'un moment, allez vous faire foutre. À qui ça parle, ça? À part des vieux retraités. Ah. J'oubliais que les retraités votent énormément et tous les politiciens courent après l'électorat des retraités et que les retraités continuent à voter quand même pas mal Macron. Non, j'ai rien dit, Le plan érodé, Le plan érodé. Vous avez peur, les vieux? Oh, le monde change, vous avez peur? Vous avez peur de la guerre? Oh là là. Vous voulez voter par défaut pour le centre parce que nous, on est plus rassurant? Votez pour nous et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Bon. Super, super. Les retraités. Note aux retraités, évidemment. Note aux retraités. Voilà, évidemment, les retraités pauvres qui galèrent à joindre les deux bouts, les vieux abandonnés par le système, qui se laissent mourir dans des EHPAD ou tout seuls chez eux et tout. C'est force à tous les vieux qui galèrent, évidemment. Mais les retraités, je vous le dis, les seniors, les seniors. Déjà, 50% de la dépense publique en France, selon certaines études, est consacrée plus ou moins aux seniors. Donc, je veux dire, voilà. On cotise pour vous, on fait beaucoup pour vous les vieux, et il faut continuer à le faire, ça s'appelle la solidarité intergénérationnelle, et c'est très bien, il est aussi là, déjà la communiste de la Sécu. Ok, c'est pas ça que je dis. Mais quand même, les retraités, les vieux, les seniors, moi je vous demande une chose, vous êtes comme vous êtes, ainsi soit-il. Une chose s'il vous plaît, c'est que en cas de Mélenchon-Bardella second tour en 2027, au moins, allez voter Mélenchon, faites barrage comme vous avez l'habitude de le faire par rapport au fascisme. Pitié, moi c'est tout ce que je vous demande. Tout ce que je vous reproche sera oublié si les retraités décident de faire barrage, comme on l'a un peu vu aux législatives d'ailleurs. Voilà. Juste s'il vous plaît, nous autres, les jeunes, la jeunesse, on fait beaucoup d'efforts pour vous et c'est très bien. Et s'il vous plaît, nous mettez pas dans les bras du fascisme alors vous êtes crevés dans 10 piges. Par pitié. Donc en cas de vote barrage qui irait en faveur de la gauche et de la gauche, la vraie gauche, la gauche radicale et éventuellement LFI, Mélenchon, faites le barrage, quoi. C'est tout ce que je vous demande. Pitié, faites pas les cons, déconnez pas. Sans ça, c'est mort. Sans ça, moi, j'analyserai les tranches d'âge qui a voté pourquoi au second tour en 2027 et j'entamerai mon arc anti-vieux. Et là, je prendrai plus de pincettes, je m'en battrai les couilles. Voilà. Bref. La solidarité intergénérationnelle, c'est top, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Bah ouais. Parfois, j'ai l'impression que ça va un peu que dans un seul sens. Voilà. On est d'accord. Allez, on continue. La virulence de ce discours a rappelé celle de François Bayrou, qui au printemps dernier s'en était pris de manière extrêmement surprenante au groupe socialiste, en pleine affaire Betaram.
L'épisode avait laissé des traces, jusqu'à rompre le lien de confiance entre le PS et l'ancien Premier ministre, finalement renversé. Sébastien Lecornu, lui, peut dormir plus tranquille. Les bancs socialistes étaient vides au moment de sa prise de parole. Or, rien ne peut lui arriver tant que le PS le soutient, même implicitement. Et oui, donc quand on dit le PS, c'est la roue de secours du Macronie, quand on parle de dire que voilà, il y a un nouveau socle commun dont le PS fait partie, enfin c'est pas une blague là, c'est concrètement et objectivement ce qui se passe. Genre vraiment, pour être pas d'accord avec ça, faut nier la réalité quoi. Tu sais, depuis 2022, certains font plus barrage, mais juste blanc au T2. Perso, je pouvais pas voter Macron, ça m'était impossible, j'ai fait blanc. Ah bah à gauche, il y a plein de gens qui ont fait ça. Hein. Il y a plein de gens qui ont fait ça. Hein. À gauche, je dirais que c'était 50-50. Moi, j'ai plein de potes qui ont décidé de pas aller voter en disant ça sert à quoi de voter pour de faire un vote barrage quand Macron déroule le tapis rouge et ne fait rien pour lutter contre l'extrême droite. Si c'est reculer pour mieux sauter, je préfère ne même pas en faire partie, quoi. C'est une position que je respecte, même si moi, personnellement, j'ai voté Macron en 2022 pour faire barrage, la mort dans l'âme. Les deux, j'ai embrouillé personne qui avait décidé de pas le faire, quoi. Voilà. Ça sert à quoi de voter contre le RN? Gagner du temps, éventuellement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, ça dépend. Hein. Dans le cadre des législatives, pour moi, voilà, hein, même s'unir avec le PS, ça casse les couilles, ça nous met dans des situations de merde comme ça. Dans tous les cas, ça a quand même évité que le RN soit la première force à l'Assemblée nationale. Et ça, moi, je regrette pas de l'avoir fait, à aucun moment. Voilà. Si ça fait Philippe versus Bardella, le blanc va exploser. Moi, je pense Philippe versus Bardella, Philippe gagne easy. C'est mon avis, mais je pense pas que ça va arriver. Je pense vraiment pas que ça va se passer comme ça. Bref. Ok, allez, on continue, on va finir l'article. Le seul tracas du Premier ministre est à présent budgétaire. Voilà, moi c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui m'intéressait. Le seul tracas du Premier ministre est à présent budgétaire. Là, c'est un peu la suite. Est-ce qu'il y a peut-être un risque de censure si un 49.3, etc. Là, c'est à ça qu'on va s'intéresser maintenant, même si on a déjà un peu parlé. Merci Malfrado, hello le retour, let's go. Merci beaucoup pour ton 15e mois. 15 mois, ça fait un bébé de 6 mois. C'était pas interdit par la ligne du parti. C'est vrai. Ça laisse le temps d'accoucher et avoir 6 mois. Hein. Bref, merci beaucoup. S'il y en a d'autres qui veulent sub, n'hésitez pas. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, malgré la front page, on est passé en dessous des 800, il n'y a pas de sub. Je vais commencer à paniquer, moi, ça y est. Faut savoir que je suis une merde addict aux stats, moi. Hein, voilà. Même là, on faisait que du 35 000 vues sur les Reels Insta, et là, on est à 10-20 000. Je suis en angoisse totale. Hein. Non, j'arrête de me plaindre, c'est pour rigoler. C'est pour vous culpabiliser, mais tranquille. J'arrête. Bref, le seul tracas du Premier ministre, effectivement, est budgétaire maintenant. Il lui reste à faire passer le projet de loi de finances, le PLF 2026. L'option du vote étant écartée, l'exécutif doit choisir entre une adoption par 49.3, qui permet au texte négocié avec les oppositions mais force le chef du gouvernement à revenir sur son engagement de ne pas l'utiliser, ou alors la signature d'ordonnance, qui acte un budget à la main de l'exécutif mais risque de froisser le PS. Une fois ce choix fait, certaines sources parlent d'une décision d'ici à la fin de la semaine. L'horizon gouvernemental sera plus éclairci. Tu oublies la variabilité saisonnière, mais oui, voilà, c'est juste que je pense qu'en janvier, il y a plein de gens, ils ont la flemme de parler de ça. C'est juste que ça dépend, ça aussi, par rapport à l'actualité, quoi. Je dis ça, vous savez pourquoi je dis ça et que je fais des blagues là-dessus, en mode genre, oh non, je suis finito, etc. En vrai, premier degré, on revient au budget juste après, mais c'est juste que là, on en parlait. Si je fais des blagues, pour ça, c'est très très simple. C'est que moi, personnellement, en tant que streamer, tout le monde est un peu comme ça, mais moi, je suis peut-être plus que les autres. Il y a ce côté où je suis un peu obsédé par les likes et les stats et je suis matrixé par ça, quoi. J'ai eu une très belle croissance sur Twitch. Franchement, je suis vraiment extrêmement heureux d'en être là où j'en suis actuellement. Comme je disais, je suis super installé. Là, je bosse avec Luma. Franchement, tout m'a souri. Hein. La vie m'a souri en termes de streaming et en termes de création de contenu sur Internet depuis 2-3 ans. Quoi. Franchement, ça a monté beaucoup plus haut que dans mes rêves les plus fous. C'est incroyable ce qui se passe. Quoi. Pour moi, c'est incroyable ce qui se passe. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Mais du coup, il y a ce côté où je suis en mode genre, waouh, oh, jusqu'où ça va monter et tout. Et il y a ce côté-là, quoi. Et parfois, j'ai peur d'être matrixé par ça. Et parfois, il y a des trucs où je m'aime pas par rapport à ça. Où je suis en mode genre, oh non, ça redescend et ça commence à m'angoisser. Tout le monde n'est pas matrixé, tout le monde est un peu matrixé par ça dans ma position. Mais moi, j'ai ce côté-là. Et c'est normal, ça s'explique par tout le vécu que j'ai eu depuis que je me suis lancé sur YouTube, quoi. Vraiment, il y a eu des trucs où, hop là, mes vidéos ont bien marché sur YouTube. J'ai connecté avec des gens que j'appréciais trop et dont je suivais leur contenu. J'ai réussi à trouver une place. Là, je me retrouve à faire des soirées à Luma avec des youtubeurs et des créateurs de contenu que je suis depuis des années, aller boire des coups avec Bolchegeek après Luma et tout. C'est incroyable ce qui se passe, vous voyez. Donc, je veux dire, c'est normal, un côté de me dire, waouh, c'est fou ce qui s'est passé, j'ai une chance inouïe, j'ai pas envie que ça s'arrête, ça peut retomber, etc. Donc il y a un côté où c'est un peu normal d'être matrixé comme ça dans ma position, on le sait. Mais il y a un côté qui me déplaît malgré tout là-dedans. Et donc du coup, moi, ma technique, c'est de faire des blagues là-dessus en live parce que ça dégrossit le truc, vous voyez. Ça dégrossit le truc. Quand je fais comme ça, d'être en mode genre, allez, non, mais je suis finito ou quoi là, oh là là, ça y est, je fais moins de stats qu'avant, je suis accro aux stats. Le fait de faire des blagues un peu là-dessus et d'en parler en live, ça permet de dégrossir les trucs et de faire une forme d'autodérision par rapport à ça. Et ça me permet aussi un peu de garder les pieds sur terre, quoi, tout simplement.
voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je fais des blagues là-dessus. C'est aussi un peu pour un peu garder la tête froide, me tourner un peu au ridicule et me dire: «Ouais, tout ça, c'est pas grave, on s'en bat les couilles». Voilà. Quand je vous parle de ça, je me sens un peu ridicule parce qu'effectivement, ça l'est un petit peu. Donc voilà. C'est pour ça que j'en parle et que je fais des blagues là-dessus en réalité. Il y a cette idée-là derrière. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est vrai que tu parles tout le temps de ça et j'espère sincèrement pas, mais ça serait un PB. Bah ouais, mais je suis un peu. Mais encore une fois, c'est normal, on est le produit de son environnement, hein. Ça change. Le vécu change. Tu changes de métier, tu changes de place dans la société, ça change un homme ou une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas vous faire des mythos à dire non, je suis au-dessus de tout ça. Je suis juste là pour la lutte. C'est pas important les stats et tout. Déjà, si c'est important les stats parce que c'est aussi liable au salaire que j'ai à la fin du mois, quoi. Et là, bon, bah, j'arrive à vivre de ça, c'est trop bien. Mais sur l'année 2025, alors que j'ai quand même bien pété, mon salaire mensuel moyen net, c'était 1 450 € par mois, à peu près un SMIC. J'ai 31 ans, je vis avec la femme de ma vie, etc. Et je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de gagner 1 400 € par mois toute ma vie? Vous voyez, il y a aussi ces préoccupations-là. Je me dis, ça peut aller un peu plus loin. Déjà, si je peux gagner, je sais pas, 1 800 balles par mois, ça change un peu la donne, quoi. Ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est normal d'être matrixé un peu par ça, en vrai. Les gens qui sont en mode non, je ne le suis pas du tout, je pense que c'est des mythos. Voilà. Je pense que tous les streamers, en tout cas à peu près de ma taille ou de ma position, même s'ils sont de la politique, ils sont animés par des beaux idéaux, etc., on est tous des gens avec un certain ego, on est tous des gens un peu accros à la dopamine que nous apportent les stats, en fait. Juste les montées de trucs, genre waouh, j'ai plein de viewers aujourd'hui. C'est un truc, tu le vis physiquement, personne à l'abri de ça. Personne à l'abri de ça. Peut-être que moi je suis particulièrement là-dedans et que ça craint un peu, je dis pas, peut-être. Mais voilà. Donc moi, ma technique, en tout cas, ce que je fais, c'est que dans une forme d'autodérision, je parle de ça un peu pour rigoler et puis ça m'aide un peu. Voilà, normalement, je suis en mode, mais je suis chiant avec ça en fait. Personne n'a envie que je sois comme ça et du coup, ça me permet de dégrossir le truc. C'est dommage, mais c'est pas dommage. Après, moi, je suis matérialiste. Hein. Alors moi, je suis communiste, ok? Moi, je suis communiste, d'accord? Donc en tant que communiste, je suis matérialiste. Voilà. Donc évidemment que ce que je fais, les intérêts économiques personnels dans lesquels je me place par rapport à mon activité de créateur de contenu en ligne, etc. C'est normal d'être influencé par ça. C'est normal. Mais voilà. Du coup, autant en parler tranquillement avec vous plutôt que de se monter le bourrichon tout seul. Voilà. Pas s'en préoccuper, c'est un privilège que tu ne peux pas t'accorder quand tu es déjà confortable. Ah, voilà. Parce que je préfère ça quand tu dooms. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parfois, je fais les deux en même temps. Voilà. Bref, si ça vous saoule, lutter à nos côtés pour détruire le capitalisme qui est à la source de ce problème. Tout à fait. Si la sécurité sociale prenait en place les influenceurs de gauche sur Internet. Ouais, je sais pas. Bon, bref, peu importe. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Mais voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi j'aime bien faire des blagues aussi là-dessus, parce que voilà, ça me permet de dégrossir le truc et que ça prenne pas trop d'importance avec moi tout seul dans mon coin qui me montre le bourrichon. On en est où? Donc oui, le seul tracas du Premier ministre est à présent budgétaire. Il lui reste à faire passer le projet de loi de finances, le PLF, en 2026. L'option du vote étant écartée, parce qu'il n'y a pas de majorité qui veut voter ce PLF, ça a été encore confirmé avec la reprise des séances parlementaires, la commission mixte paritaire non conclusive, mes couilles là. Deux solutions, soit le 49.3, mais ils avaient dit on fait pas le 49.3, sans ça le PS va nous censurer, ou alors la signature d'ordonnances qui acte un budget à la main de l'exécutif, mais risque de froisser le PS. Après, logiquement, tout passage en force risque de froisser le PS sur le papier, puisque le PS a dit c'est fini les passages en force, le retour de la démocratie parlementaire, let's go, pas de 49.3, pas de passage en force, maintenant on doit être d'accord pour voter le budget. Donc sur le papier, le PS devrait... les deux solutions, ordonnance ou 49.3, devraient froisser le PS. Le PS, s'il s'en tient à ce qu'il a dit il y a quelques mois, devrait censurer en cas de passage en force. Ils le feront probablement pas. Une fois ce choix fait, certaines sources parlent d'une décision d'ici à la fin de la semaine. Oh, OMG, l'horizon gouvernemental sera plus éclairci. Cela paraît fou. Si l'on s'attarde sur le fait que rien ne sera résolu de l'incongruité démocratique de la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon et sur l'absence de majorité parlementaire pour soutenir ces décisions. Mais dans le monde à part de la politique nationale, la suite s'annonce plus clémente. Un ministre résume sous couvert de off. Après le budget, il y a les municipales, puis l'été, puis la campagne présidentielle qui commence. Les gens auront la tête ailleurs. Et c'est ainsi que, de l'Élysée au couloir ministériel, en passant par une partie des oppositions, se forge petit à petit l'idée que ce gouvernement puisse finir paisiblement le quinquennat. Et oui, un article d'Ilyes Ramdani, bon article de Mediapart, un peu. Ilyes Ramdani, franchement, il m'a rarement déçu dans Mediapart. Vraiment, ça fait partie des journalistes que j'aime bien. C'est un peu comme Romaric Godin, ça fait partie des journalistes. On lit souvent ces articles, c'est souvent sur ces articles-là que je tombe quand je vais les lire pendant les revues de presse et tout. Et franchement, généralement, c'est carré, hein, l'analyse est carrée, c'est bien, hein, c'est bien. Mais oui, à ce côté-là, moi je sais que j'avais dit ça au moment où le PS avait décidé de laisser vivre Lecornu la première fois. Il n'avait pas voté la motion de censure. J'étais en mode bon, là j'ai l'impression qu'il y a un changement de méta, on va dire, dans la politique nationale, où
l'ombre d'une législative anticipée est en train de s'éloigner. Et là, ça y est, on est dans l'avant-présidentiel, déjà. Parce que jusque-là, même dans les logiques d'alliance à gauche, etc., il y avait quand même cette idée. Qu'il peut y avoir des législatives anticipées. Il fallait au moins laisser la porte ouverte à un retour du NFP éventuellement, parce que ça avait plutôt bien marché les 2 dernières fois. Vous voyez ? D'où cette espèce de jeu d'anguille que faisait Olivier Faure à dire non, mais nous, le NFP et LFI, on peut pas les blairer, mais quand même, on est unionistes et on aimerait quand même peut-être s'allier avec eux. Vous voyez, cette espèce de truc où il était un peu sur les 2 positions en même temps. Parce que voilà, il voulait laisser la porte ouverte à éventuellement reformer le NFP en cas de législative anticipée. Sauf que là, pour moi, le changement même de discours au sein du PS qui semble s'acoquiner de plus en plus à la Macronie, pour moi, c'est le signe justement qu'ils vont laisser vivre le gouvernement Lecornu jusqu'à la fin du quinquennat. Que là, ils sont plus dans une logique de législative, où l'union de la gauche peut éventuellement être une solution qui leur convient, mais ils sont dans une logique de présidentielle, où une alliance avec LFI est impossible à penser de toute manière. Voilà. Donc ouais, moi je pense que ça va pas censurer. Alors je sais pas par quelle pirouette de merde ils vont dire non, mais non, au final on préfère la stabilité, lol. Je ne sais pas. Mais oui, je pense que ça a l'air bien partir, malgré la crise que ça a traversée, pour que Lecornu parvienne à survivre jusqu'au présidentiel. Presque comme si tout le monde se disait dans la sphère politique, bon, ça casse les couilles, on a plein de cul de ces histoires, on va le laisser vivre ce gouvernement de merde, on s'en fout, de toute façon, tout sera réglé à la présidentielle, et moi j'aimerais bien conclure là-dessus. Encore une fois, on en revient, l'hyper-présidentialisme de la 5ème République, la présidentielle qui nous matrixe tout, mais aussi la présidentielle qui est peut-être, dans nos institutions, la seule élection en vrai à même de changer réellement les choses, quoi. C'est moche qu'on soit dans un régime comme ça. Mais voilà, c'est comme ça, et all eyes on 2027. Hein. Je pense vraiment que la présidentielle de 2027, ça va être de la folie pure. Ça va être un moment très très important politiquement dans l'histoire moderne de la France. Voilà. Qu'on soit matrixé par le présidentialisme ou pas, qu'on soit révolutionnaire ou réformiste même, vous voyez. Potentiellement le RN qui accède au pouvoir, potentiellement l'effondrement du bloc central, potentiellement des grosses restructurations. Voilà. À quoi va laisser place 10 ans de Macron dans la période actuelle ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être quelque chose de zinzin. Et c'est pour ça que là, au final, toutes ces discussions budgétaires, de législatives, de machin bidule, c'est déjà en train de passer à la trappe. Tout le monde commence à s'en battre un peu les couilles parce que 2027, voilà. L'ombre des législatives anticipées est en train de s'éloigner. Par contre, l'ombre de 2027 plane de manière de plus en plus pesante sur le paysage politique français. Je mets 200 en même temps. Voilà quoi, bon. Si vous regardez ça sur YouTube, nique le PS, nique Macron, nique les fachos et abonnez-vous surtout, bien sûr.